Bonjour tout le monde. Je vais commencer pour respecter les gens qui ont réussi à être là à l'heure. Donc, je me présente. Je m'appelle Gabriel Ducasse. C'est moi qui va donner le webinaire aujourd'hui. Moi, je suis un représentant pour le courtier sur le marché dispensé Parvis. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu c'est quoi le marché dispensé. Ensuite, je vais parler un peu du rôle de Parvis. Puis après ça, je vais juste présenter en surface quelques fonds, juste pour donner un peu un aperçu de qu'est-ce que c'est. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste dire, lire un avis important qu'on doit de lire. Ceci n'est pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit ou de comptabilité. Il ne faut pas que ça soit interprété comme tel. Nous, on y va vraiment en surface, mais il faut vraiment faire affaire avec des professionnels pour savoir si c'est bien adapté pour votre situation à vous. Donc, qu'est-ce que c'est le marché dispensé? Okay, le marché dispensé, c'est tout d'abord un outil de diversification. C'est des placements qui sont hors bourse, ça relève d'un marché primaire, donc il n'y a aucun lien entre le S&P 500 puis la valeur des fonds dans du placement privé. La valeur est vraiment strictement liée à la valeur de l'actif et non plus à une valeur plus spéculative comme dans les placements un petit peu plus traditionnels. Le marché dispensé, le mot dispense, essentiellement, ça veut dire une exemption. Ça veut dire que les fonds qui vont émettre des notices d'offres au lieu de des prospectus, le prospectus, c'est le gros document légal que les fonds et les compagnies doivent soumettre au corps réglementaire lorsqu'ils font partie de la bourse ou même des fonds communs, ou même des FNB, tout ce qui est transigé sur les marchés de secondaires. Mais le placement privé, eux autres, ils veulent une notice d'offre. Donc, essentiellement, c'est un peu la même information. C'est toute l'information qu'un investisseur doit avoir pour être capable de faire une décision éclairée. Également, sur le marché dispensé, qui est du placement privé, on parle d'un marché primaire. Okay? Donc, nous, on est plus habitués au marché secondaire. Par exemple, si moi, j'ai 100 000 à investir dans Microsoft, je vais acheter 100 000 d'actions de Microsoft dans le marché secondaire qui est la bourse. Bien, essentiellement, mon argent, mon 100 000 je ne le donne pas à Microsoft. J'achète les actions que quelqu'un d'autre détenait. Le seul moment où ce que Microsoft a fait de l'argent dans son entrée à la bourse, c'est justement quand il a fait son entrée à la bourse, c'est le seul moment qu'il a fait de l'argent. Après ça, c'est juste plein de gens qui achètent et qui vendent des actions de Microsoft. Le marché privé, lui, ça relève d'un marché justement primaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un 100 000 à mettre dans un fonds, par exemple, immobilier, les gestionnaires de fonds vont prendre mon 100 000 et ils vont l'investir en fonction de où ils sont rendus dans le pipeline, dans l'actif qui génère le rendement pour le fonds. Okay? Donc, c'est vraiment deux styles vraiment différents. En termes de diversification, je vous dis que le plus gros client des placements privés, c'est justement les caisses de retraite, c'est des fonds institutionnels, en fait de qualité institutionnelle qu'eux, ils cherchent, notamment pour stabiliser un peu les portefeuilles, puis vraiment offrir des opportunités aux investisseurs justement institutionnels, de l'accès à des opportunités dans des secteurs qui sont souvent pas desservis du tout ou peu desservis par les marchés traditionnels. Donc, on parle ici dans les caisses de retraite, ils vont acheter beaucoup de placements privés, beaucoup d'immobilier, beaucoup d'infrastructures. C'est toutes des choses qui sont disponibles au sein du placement privé. Donc, qui est éligible? Qui sont les investisseurs dans le placement privé? La réglementation nous dit qu'il faut déterminer quel type d'investisseur qu'on est. Okay? On peut être un investisseur qualifié ou un investisseur qu'on va dire admissible. Un investisseur qualifié, essentiellement, c'est quelqu'un qui a gagné 200 000, qui a eu 200 000 de revenus dans les 2 dernières années ou qui prévoit en faire autant dans les prochaines années ou qui a une valeur nette au niveau de son bilan, une valeur nette d'actifs de 1 million. Okay? Ceci va lui permettre d'aller jusqu'à 40 de son actif investissable en placement privé. Il y a aussi des investisseurs qu'on appelle admissibles. C'est un peu le même principe, c'est juste que ça prend un salaire de 75 000 dans les 2 dernières années et qu'on prévoit faire ça dans les années récurrentes ou une valeur nette de 400 000. Là, on peut aller jusqu'à 200 000, jusqu'à 20 de ton actif investissable en placement privé. Et aussi, il y a les investisseurs autorisés, ceux-là qui ont des actifs de 25 millions en montant.
ben, eux autres, on juge qu'ils sont capables de prendre leurs propres décisions, donc ils ne sont pas vraiment qualifiés, sont jugés comme étant capables de lire une notice d'offre, donc eux autres, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent avec leur argent. Dans le placement privé, mais en fait, dans le placement en général, il y a énormément de catégories d'actifs. OK? Il y a des objets de collection, il y a de la marchandise, comme des commodités. On peut parler de café, de grains, on peut parler aussi de métaux, même du pétrole à la limite, de la marchandise. Il y a des fonds spéculatifs, ça on appelle plus ça, on est plus familier avec le terme des hedge funds, où il va y avoir énormément de placements alternatifs à l'intérieur pour soutenir leur stratégie d'investissement. Il y a le capital investissement, puis il y a l'immobilier. Je te dirais que chez Parvis et même dans le placement privé en général, ceux qui sont offerts via des courtiers, c'est plus principalement des capitales investissement puis l'immobilier, des classes d'actifs qui sont offerts. Je vous dirais que chez Parvis, au niveau de l'offre, au niveau de l'immobilier, il y a énormément de sous-classes d'actifs. Par exemple, on va être capable d'offrir de l'immobilier locatif résidentiel. Puis même à l'intérieur de cette sous-classe d'actifs-là, il y a des fonds qui ont certaines stratégies qui ne sont pas pareilles comme d'autres. Il y en a qui vont acheter pour rénover, il y en a qui vont acheter plus du nœud pour opérer. Il y a différentes stratégies, puis il y a différentes opportunités aussi pour les investisseurs de sélectionner en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent. Aussi, il y a de l'immobilier commercial. On peut avoir du locatif commercial et on peut avoir accès à du commercial sous forme de développement. Par exemple, il peut y avoir des fonds je dirais, d'hospitalité, où c'est des fonds qui vont développer des hôtels, après ça, les opérer. Au niveau du commercial, il y a des fonds, par exemple, qu'eux autres, le mandat, c'est de faire des levées de fonds pour développer des centres commerciaux à ciel ouvert aux États-Unis. Ça peut être un autre alternatif. Ou même plus près de nous, au Canada, c'est un secteur de l'économie très niche, mais c'est des mini-entrepôts où on a accès à investir dans ce secteur-là au niveau de l'immobilier commercial. C'est pas encore concrétisé, mais ce qui s'en vient normalement, s'il y a toute chose, s'il n'y a absolument rien qui change, normalement, on devrait accueillir un fonds qui va avoir de l'immobilier industriel locatif, que les autres, ils vont plus œuvrer dans le secteur où il y a du commerce électronique. Donc, au niveau de l'immobilier, de locatif, on est capable d'aller résidentiel, commercial, industriel. On a accès aussi à des promoteurs. Par exemple, ceux qui vont développer, qui vont acheter des terrains, bâtir, ou ils vont acheter des tours d'édifices commerciaux, les transformer en condos. Après ça, vendre ça. Il y a de différents types. C'est vraiment juste de regarder un peu quel type d'investisseur qu'on est et qu'est-ce qu'on veut. Aussi, dans l'immobilier, on a de la dette. Donc, c'est des gens qui vont faire des prêts sur des deuxièmes hypothèques. Nous, on peut investir dans un fonds qui va prêter à des gens et ensuite, nous, aux investisseurs, ils vont ristourner la différence. Au niveau du capital investissement, on a accès à des secteurs de l'économie qui sont souvent pas desservis ou sous-représentés par la bourse. Par exemple, on peut avoir accès à des fonds d'équité privée. Il y a des fonds, par exemple, qu'eux autres, ils vont avoir un secteur niche qui va être des cabinets de dentistes. Ils vont faire soit des prêts, donc ils vont émettre des obligations qui vont ristourner l'intérêt aux investisseurs, ou on peut acheter directement de l'équité dans les firmes de dentistes avec ce fonds-là. Sinon, il y a toujours des offres de compagnies privées. Puis ils vont toujours, par exemple, la stratégie de ce fonds-là en particulier, c'est qu'ils vont vouloir investir dans des secteurs où il y a de la réglementation. C'est principalement, j'en ai un notamment plus en tête, qu'on va regarder plus tard, qu'il va plus œuvrer dans la côte atlantique et pacifique des États-Unis, mais c'est dans le secteur réglementé, comme par exemple le traitement des déchets, le traitement des eaux usées, la construction et la maintenance de tours de télécommunications, les inspections de systèmes d'incendie comme les systèmes de gicleurs dans les bâtisses commerciaux. Donc, vu qu'il y a de la réglementation, les investisseurs, eux autres, les gestionnaires de fonds, eux autres, ils se disent, il va y avoir du return business. Donc, on va être en mesure de prévoir du rendement à long terme. L'autre chose aussi, on parle de classe d'actifs. On est quand même très bien diversifié en immobilier et en capital investissement, mais où ce que la diversification est vraiment améliorée, ce que je dirais, c'est qu'il y a une belle diversification au niveau canadien et ensuite on déborde un peu aux États-Unis. Fait qu'au niveau, même en immobilier d'hospitalité, on a accès dans les Caraïbes et aussi au Mexique. Donc, je vous dirais qu'en Amérique du Nord, on a quand même une belle présence avec des belles opportunités qui s'offrent à des investisseurs qui veulent ça naturellement. Pourquoi la diversification est importante? En fait, la diversification, c'est à peu près dans tout, c'est la gestion du risque.
On met jamais tous nos œufs dans le même panier. Renforcer le portefeuille principal, dans le fond, c'est qu'on rajoute des actifs. Si on a juste des actifs à la bourse, les compagnies dans lesquelles on détient des fonds, ça peut être intéressant, mais quand les marchés bougent, souvent ça bouge tout puis ça swing en même temps. Donc, ça va, c'est le soutien qui est des placements qui sont hors bourse, qui ne vont pas être assujettis à au même type de volatilité. Aussi, pour le numéro 2, éviter la risque de concentration. Le risque de concentration, il est vrai aussi dans les placements traditionnels. Tu sais, par exemple, quand on est investisseur, on pourrait mettre de l'argent, puis là, je vais juste dire des noms comme ça, là, on pourrait mettre de l'argent avec RBC, Gestion Actif Mondiale, Fidélité et Sun Life. C'est 3 gestionnaires de fonds de qualité institutionnelle, mais tous les gestionnaires de fonds sont à peu près allés tous dans les mêmes écoles. Fait que quand on regarde les actifs sous-jacents, dans tous ces portefeuilles-là, on va retrouver probablement qu'on va retrouver des actions du CN, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Cisco, Microsoft, les banques canadiennes, les financières d'assurance canadiennes aussi vont être là-dedans, probablement JP Morgan. La seule différence, c'est qu'ils vont tout être à des degrés différents. Ils vont tous être des pourcentages d'allocation différents, mais c'est essentiellement toutes les mêmes compagnies. Donc, c'est pour ça que quand on regarde des graphiques souvent de différents tolérances de risque de clients, qu'on parle d'équilibrer croissance ou croissance agressive, bien, ça va tout à peu près suivre la même courbe. Tandis que dans le risque, pour éviter le risque de concentration, quand on rajoute des actifs tangibles qui ne fluctuent pas de la même façon, bien, ça fait quand même un bon moteur de réduction de volatilité pour les portefeuilles quand on regarde ça dans son ensemble. Les actifs, comme que je viens de dire, les actifs vont pas tous se comporter de la même façon. C'est comme je disais au départ, le S&P 500 puis la valeur de ta maison, la valeur d'un immeuble à revenu, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est vraiment 2 secteurs économiques différents. Donc, je dis pas que les deux peuvent pas monter ou descendre en même temps. Il y a des facteurs qui peuvent faire en sorte que oui, on l'a vu aux États-Unis en 2007-2008, il y a eu une crise. Mais normalement, c'est deux actifs qui vont pas se comporter de la même façon sur une longue durée de vie ou d'accumulation qui va nous amener jusqu'à notre retraite. Réduire la volatilité, ben c'est sûr que quand tu es dans un marché secondaire comme la bourse, ton prix est évalué à chaque seconde. Quand tu es dans les fonds communs ou d'autres types de fonds, souvent c'est à la journée ou à la semaine. Je vous dirais que dans le placement privé, c'est pas un graphique où on voit comme ça, c'est des opérations normales de compagnies privées. Donc, c'est évalué soit au mois, au trimestre ou aux années. Donc, souvent, c'est une belle courbe d'augmentation de rendement qu'on va voir. Aussi, l'élargir le potentiel de croissance qui est vraiment important. Il y a énormément de secteurs d'économie qui sont juste pas disponibles à l'investisseur, je vais dire moyen, un peu comme moi. On aime avoir accès à de l'immobilier, on sait juste pas comment. Ça, c'est une façon de l'avoir. On veut avoir accès à de l'équité privée ou de la dette qui n'est pas des obligations qui sont transigées sur des marchés secondaires. On peut avoir accès à ça. C'est ça qui est important pour la diversification. Je pourrais pas faire une présentation sans parler des risques naturellement. Donc, les risques, c'est vraiment des placements pour le long terme. Il n'y a pas grand-chose en bas de 5 ans, autre que si c'est un promoteur qui dit que son projet dure 3 ans, mais quand on regarde un fonds normal, c'est vraiment pour du long terme. On parle de 5-10 ans de placement. Il y a un enjeu de liquidité. Ça, c'est pas comme un marché comme traditionnel où ce que on demande un rachat, puis 24 à 48 heures, l'argent est dans notre compte de banque, c'est pas de même que ça fonctionne. Ça, vu que c'est un marché primaire, c'est le fonds qui nous rachète, nous, quand on veut vendre. Ça, il y a quand même des dispositions, ça dépend du fonds. Chaque fonds va opérer de différentes façons, mais c'est vraiment, si on demande un décaissement ou un retrait, il y a des limites sur le nombre, le montant qu'on peut faire de la fois, ou aussi le temps. Ça veut dire que si on demande en octobre, ça se peut que le décaissement se fasse en novembre, mais ça, c'est toutes des choses qu'on valide avant même de faire l'investissement. Au niveau des risques, je vous dirais que c'est des entreprises réelles et des actifs réels. Ça veut dire qu'il y a le même risque que, par exemple, une compagnie qui est opérante au coin de la rue ou dans le quartier industriel ou commercial de notre ville. Il faut juste se déterminer qu'est-ce qu'on veut, puis dans quel secteur. Puis il y a quand même des gestionnaires qui vont évaluer ces entreprises-là, mais c'est des actifs tangibles. Le contrôle de convenance et réglementaire, c'est pas le même corps réglementaire que
les placements qu'on est habitué à la bourse et même au niveau des fonds communs et de d'autres types d'investissements. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de risque à ce niveau-là. Puis les rendements cibles, ceux-là qu'on espère avoir, ce que les gestionnaires projettent avoir, ben c'est sûr que c'est pas des revenus garantis. Comme toutes sortes de placements, ben, le capital n'est pas garanti ni le rendement. On peut juste se fier à l'historique pour espérer que, de la façon que c'est géré, que les rendements se répètent. En fait, la question est vraiment intéressante. Pourquoi l'immobilier est un investissement alternatif qui est populaire? C'est à cause que c'est quelque chose qu'on comprend bien puis qu'on voit. Par exemple, la personne moyenne qui investit à la bourse, des fois, c'est à s'en perdre avec les titres de nouvelles, puis tout le bruit qui est autour, pourquoi que ça monte, pourquoi que ça descend. Finalement, on laisse ça là, puis on espère que ça grimpe pendant 10 ans, c'est parfait. Généralement, historiquement, ça a toujours été, ça a principalement été à la hausse. Là, c'est rare qu'il y ait énormément de pertes quand on est bien diversifié. Mais pour soutenir ce genre de placement-là, l'immobilier, le building qu'il y a au coin de la rue qu'on voit, ben, c'est toujours intéressant de dire, ben, si c'était à moi, ben, je le paye, mais j'ai quand même des loyers. Donc, c'est ce qui ressemble le plus à une business normale. Donc, on achète un actif, il y a un cash flow. Et quand on investit dans ce type de placement-là, c'est le cash flow dès le premier mois qui est intéressé. Là, je vais vraiment parler plus spécifiquement du locatif résidentiel et commercial, mais des fonds qui sont déjà établis, ils ont déjà commencé à payer des distributions annuelles. Les distributions annuelles pour des fonds qui sont dans l'immobilier locatif, que ce soit commercial, industriel ou résidentiel, c'est juste le cash flow excédent, c'est les loyers moins les dépenses. La différence, ils redonnent ça aux investisseurs. Ça, ils appellent ça les distributions. Ça, c'est une partie du rendement. Puis la deuxième partie du rendement, ben, plus que ton actif, ta bâtisse, elle, est évaluée en fonction des loyers qui rentrent. Donc, plus que les loyers sont élevés, plus que ton actif vaut cher. Fait que quand tu augmentes tes loyers à tous les années, c'est sûr que ça va pousser le prix de ton actif à la hausse. Donc, c'est les deux éléments qui vont vraiment contribuer à l'augmentation de ton prix d'unité et de ton placement en général. Et ça, on le fait avec différentes compagnies, différents fonds, avec une diversification géographique pour être sûr de bénéficier de la hausse de tous les secteurs géographiques qui font en même temps, puis de ne pas laisser une place, par exemple, où ça va moins bien, laisser traîner le portefeuille total à la baisse. Donc, pour être capable de faire une entrée dans le placement privé, on va toujours y aller avec un petit peu plus de locatif résidentiel. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on est confortable avec. Puis c'est ce qui a donné historiquement des rendements très, très stables. Après ça, on peut commencer à regarder dans le capital investissement, dans la dette, pour être capable de diversifier le plus possible. Mais l'immobilier, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour ces raisons-là. C'est un actif tangible. Il y a des gens qui travaillent, qui payent le loyer, donc on sait l'argent qui va rentrer. Puis si jamais cette personne-là ne peut plus payer, bien, éventuellement, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, puis qui va continuer à faire la rentrée d'argent pour ce bloc-là. Puis avec des taux d'occupation au-dessus de 97 et 98 présentement, je ne suis pas trop inquiet pour le locatif résidentiel. Comment est-ce qu'un investisseur peut participer à ça? Bien, essentiellement, c'est super simple. On peut utiliser des REER existants, des CELI existants. On peut transférer des sommes. C'est pas tous les fonds qui acceptent ça, mais il y en a certains qu'on peut faire. On peut travailler avec des fonds enregistrés, même des CRI, transférer des fonds de pension. On en fait plusieurs par année. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. On peut faire des nouvelles cotisations aussi, que ce soit REER, CELI. J'ai pas vu énormément de fonds qu'on offrait le CELIAP, par contre. Ça, faudrait peut-être que je valide. Mais même pour le CELIAP, si c'est pas une stratégie à long terme, peut-être que je dirais pas que ça serait une bonne idée pour un placement privé. Juste certains fonds, mais ça, on peut s'en parler encore là. C'est du cas par cas. Il faut vraiment regarder ça ensemble. Ça fait un peu le tour du marché dispensé, puis comment que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Là, je vais parler un petit peu plus de Parvis. Parvis, un courtier sur le marché dispensé, ce que ça veut dire, là, c'est que c'est eux autres qui font, en fait, je vais dire nous, là, c'est nous qui faisons comme une partie du due diligence, parce que l'investisseur, c'est sûr qu'il doit faire ses propres recherches aussi, mais nous, on s'assure que tout fait du sens, que tout est respecté dans la réglementation, puis aussi que c'est un fonds qui fait du sens à offrir aux investisseurs. On ne veut pas faire des levées de fonds pour tout le monde. Donc, il faut que ça fasse du sens. Le courtier versus le fonds, nous, on est comme détaché un peu des fonds. C'est nous autres qui va décider quel fonds qu'on va émettre via notre plateforme. Moi, je compare souvent ça à une boîte de cornflakes à l'épicerie.
Un fonds immobilier, là, c'est comme une boîte de cornflakes. OK, j'aime mon parallèle, mais suivez-moi, OK? C'est comme une boîte de cornflakes. Puis Parvis, c'est comme IGA. Mais la boîte de cornflakes, tu peux aller chez Metro, tu peux l'acheter chez Maxi, tu peux l'acheter chez Super C, tu peux l'acheter au Costco, tu peux l'acheter via différentes plateformes. Chez Parvis, notre force à nous, c'est qu'on travaille d'une façon efficace et sécuritaire, puis tout est informatisé. OK? Donc, tout peut se faire par Internet, électronique. C'est pas donné à tous, à tous les courtiers sur le marché dispensaire encore. On a vraiment développé une façon qui est efficace de travailler. Mais ce qui est au-delà de toute la plateforme qui a été établie, c'est la qualité du conseil. OK? Puis là, je vais partir des gens, je vais parler des gens dans le back-office, les gens qui nous aident avec les transactions, les connaissances qu'ils ont, qui sont tous capables de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Parce que des fois, tu veux pas juste envoyer ton argent, fermer les yeux et espérer que tout va bien, tu veux comprendre toutes les étapes. Il y a des équipes qui sont capables de tout nous expliquer qu'est-ce que ça prend et pourquoi. Après ça, dans les opérations, toute la maintenance, les mises à jour de la plateforme, développer les outils pour qu'on devienne encore plus efficace, c'est tout quelque chose que Parvis est capable d'offrir. Puis les représentants, eux autres, comme moi, mon rôle, on en a plusieurs au Canada. Notre force à nous, c'est qu'on est capable d'aider les investisseurs à notamment déterminer c'est quoi la tolérance de risque, mais aussi de s'assurer que le placement est convenable pour le type d'investisseur en fonction de qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que ta tolérance de risque te permet d'investir dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de démocratiser tout ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les investisseurs, on donne des conseils, puis essentiellement, l'important, c'est qu'on ait un beau portefeuille diversifié avec des fonds de qualité vraiment institutionnels. Là, j'ai fini un peu de parler de Peer4, fait que je vais juste parler des fonds, puis il me reste à peu près 5-6 minutes. Je voudrais juste être sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Moi, je peux prendre, tu sais, je peux m'arrêter pour être capable de les adresser. Là, ça va me faire plaisir. Bon, ben, je suis désolé, je me suis déconnecté sans faire exprès. Donc, je vais juste continuer, je vais partager mon écran, puis je vais juste continuer où est-ce que j'étais rendu. J'étais justement en train de dire de pas hésiter à m'interrompre si vous avez des questions. Mais là, j'ai cliqué à une place qu'il fallait pas. Fait que peut-être que je vais juste prendre des questions puis je vais répondre par après, par courriel. Euh, je vais juste parler de Peer4. Peer4, ça, c'est un fonds que j'adore travailler avec, notamment parce qu'il œuvre principalement dans les maritimes. C'est un fonds qui fait de l'immobilier locatif résidentiel. Ils ont quand même des critères que j'aime beaucoup. Ils ont un taux d'occupation d'au-dessus de 97 ou 98. C'est un peu à eux que je faisais référence tantôt quand je parlais. Mais eux autres, quand ils ont un appartement qui est libre, eux autres, le taux la durée de rénovation est en dedans de 30 jours. C'est-à-dire que quand il y a un appartement de libre, ils sont capables de le rénover au complet en dedans de 30 jours puis de le louer au prix des marchés. La plupart des immeubles qui sont achetés par Peer4, ils œuvrent dans des secteurs où il n'y a pas nécessairement de contrôle sur les loyers. Ça veut dire que tu es vraiment capable d'aller chercher ton gap to market. Dans le fond, c'est qu'est-ce que tu as par appartement versus ce qui s'offre sur le marché. Avec quelques rénovations, on est tous capables d'aller chercher la différence. Eux autres, ils ont vraiment une stratégie d'opération et de valeur ajoutée, donc ils ont leurs propres équipes de maintenance. Ils vaut à peu près 470 milliards, pas milliards, excusez, 470 millions, sont rendus à peu près à 2000 portes. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment creuser ensemble. Si on est capable d'avoir une rencontre seul à seul, on est capable de regarder plus en détail qu'est-ce qui est quoi là-dedans. Autre chose, pas énergie, efficacité fiscale, très important. Il y a du retour de capital, ils sont capables de transférer des pertes en capital aussi à tous les années pour les sommes non enregistrées. Donc ça, c'est pas négligeable dans une stratégie de portefeuille global.
Lincoln, c'est un autre fonds que j'aime énormément. En fait, c'est des gestionnaires que j'adore travailler avec. Plus précisément, Lincoln Apartments, ce qui est le fun, c'est qu'eux autres, ils vont acheter, c'est pas eux autres qui font bâtir, mais ils vont acheter des appartements qui sont un petit peu plus neufs, puis ils vont juste les opérer. Donc, on appelle ça une stratégie de Core Plus. Il y a d'autres émetteurs, eux autres, comme des gestionnaires de fonds, qu'eux autres, leur stratégie, ça va être de prendre des actifs qui ont sous-performé, les rénover puis les relouer à des prix qui ressemblent plus au prix du marché, puis de bénéficier des rendements que ça génère. Eux autres sont rendus à 1000 quelques portes, je crois qu'ils sont rendus à 375 millions. Il va falloir que je vous revienne là-dessus, mais pour les chiffres précis, on va être capable de revenir. Ce qui est important à retenir, c'est que le minimum, c'est 5 000 le minimum d'investissement est de 5 000 et aussi, les rendements cibles, c'est de 14 à 18 mais les distributions annuelles, c'est de 6 à 8 sous forme principalement de retour de capital. Retour de capital, ça, ce que ça veut dire, c'est que la distribution, la portion n'est pas taxable sur le moment. C'est on reporte de l'impôt plus tard, qui peut très bien s'intégrer d'une stratégie d'investissement. New Look Capital, eux autres, c'est un regroupement de gestionnaires. Ils vont offrir des fonds qui vont œuvrer dans le secteur des dentistes. Ils ont deux fonds, ceux-là qu'on peut acheter de l'équité et ceux qui vont émettre des obligations, donc des prêts à des dentistes. Les deux stratégies sont vraiment bonnes. Il faut juste savoir laquelle qui est mieux adaptée pour l'investisseur. Également, il y a Industrial Infrastructure Services Fund. Ben, dans le fond, c'est eux autres tantôt que je disais dans des secteurs où il y a de la réglementation. Donc, c'est quand même des secteurs qui sont pas desservis nécessairement, ou du moins de la même façon, par les marchés traditionnels. Donc, c'est ça qui fait que ça donne une très belle opportunité de diversifier son portefeuille. Kin Income Fund, eux autres, je les aime parce que quoi que c'est marqué Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse et Canada, sont principalement au Québec. Donc, ça nous donne l'opportunité en tant qu'investisseurs québécois de participer à la croissance du Québec. Au Québec, les seules opportunités qu'on a que je pourrais dire que c'est plus dans du small cap, c'est les fonds FTQ, CSN. J'ai rien à dire de négatif ou de positif, c'est juste que c'est vraiment les deux seules options qu'on a quand on veut investir vraiment au Québec puis participer au développement de la province. Kin Capital, il est capable de nous offrir des gros buildings immobiliers. C'est de l'immobilier normalement qu'on n'aurait pas accès à si on était juste deux, trois investisseurs puis on poulait notre cash ensemble pour faire une mise de fonds. Ça, c'est quand même des gros buildings, le rendement cible de 16 à 18 avec des investissements minimum de 1000 dollars. Donc, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être exploré. Donc, ça achève. Parvis, si vous voulez pas qu'on diversifie, qu'on sélectionne les fonds à la carte pour vous, il y a un fonds qui existe chez Parvis que c'est déjà diversifié. On parle vraiment d'une diversification des développements résidentiels locatifs. À plusieurs niveaux. Il y a de l'hospitalité où c'est des développements d'hôtels. Puis aussi Basecamp, que c'est plus des resorts. On est encore dans l'hospitalité. Donc, c'est un investissement minimum de 25 000 et la diversification est déjà faite avec des fonds qu'on travaille déjà avec. Juste en passant, ces fonds-là sont tous offerts à la carte aussi. Ils sont dans notre offre. Là. On n'est pas obligé d'investir dans le fonds pour avoir accès à une partie de ces fonds-là. Et ça, c'est mon visage à la fin de la présentation, juste pour dire qu'on a fini. Donc, il est 7h30, je ne prendrai pas plus de votre temps. J'aimerais juste vous remercier d'avoir été présent. Je sais qu'à 7h le soir, c'est pas toujours agréable, on n'a pas toujours le temps. Donc, je vais vous dire un gros merci pour votre temps. Et aussi, si vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations, une séance d'information, juste un à un, on peut faire un Google Meet ensemble, on va en parler. Je peux partager mon écran, on va creuser des stratégies, on va vraiment regarder d'un, si c'est pour vous, puis de deux, qu'est-ce qui s'offre à vous. Après ça, vous prenez l'information, puis vous prenez vos décisions si décision a lieu d'être prise. Donc, sur ce, je vais vous dire un gros merci. Puis, si jamais il y a des questions, ben, vous pouvez les écrire dans le chat, on va les adresser rapidement. Donc, merci beaucoup, puis je vais vous souhaiter une très belle fin de journée.